disais merci de venir, d'être là. Je vais commencer par faire de la publicité pour notre prochaine conférence et pour nos partenaires, les Amis de l'Humain. Alors, la semaine prochaine, ça sera le titre de la conférence, c'est Palestine, plus d'un siècle de dépossession. C'est Jean-Pierre Boucher qui vient de Toulouse, qui est un chercheur du CNRS, retraité, et qui s'intéresse à la Palestine depuis très longtemps. Voilà, ça sera à la même heure, ici, à la même place, la semaine prochaine, jeudi 30 mai. Alors, avant le lundi 27 mai, au cinéma Le Rio, les Amis de l'Humain projettent un film qui s'appelle, le titre, Béziers, l'envers du décor, de Daniel Kupferstein. Alors, en présence du réalisateur et de Nicolas Cossange, élu d'opposition de la ville de Béziers. Donc, je vous invite à venir à notre conférence et profiter de projection du film lundi prochain, au Rio. Voilà, la publicité est terminée. Je vais commencer par présenter notre conférencier de ce soir et faire une petite présentation du livre. Et Jérémy, je passerai la parole à Jérémy Foy, qui présentera son livre lui-même. Alors, Jérémy Foy est né à Clermont-Ferrand. C'est un Clermontois. C'est déjà ça quand même. Il est historien moderniste, spécialiste de la période des guerres de religion. Depuis 2011, il est maître de conférence HDR, habilité à diriger des recherches, à Aix-Marseille Université, et membre du laboratoire Temps, Espace, Langage, Europe méridionale et Méditerranée. Il est ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé d'histoire. Après une thèse de doctorat publiée en 2015, Le tombeau de la paix, il se tient son HDR en 2020. Il a publié en 2021 sous le titre Tous ceux qui tombent. C'est le titre de son livre qu'il va présenter ce soir. Visage du massacre de la Saint-Barthélemy. L'ouvrage est récompensé en 2022 par le prix de la Contre-Allée, le prix lycéen du livre d'histoire, prix Histoire du Festival protestant du livre et prix de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. Il publie avec le dessinateur Pochette un volume de l'histoire dessinée de la France intitulé Sacrée Guerre, de Catherine de Médicis à Henri IV, à la découverte. En 2022 aussi. Plus récemment, il a co-dirigé avec Quentin Deluy-Hermoz le livre collectif Les épreuves de la guerre civile, édition de la Sorbonne 2022. Alors, là, je fais une petite présentation. Je ne suis pas historien, j'ai lu son livre, et je fais une présentation, et si je dis des bêtises, si je raconte des histoires, donc le titre du livre, Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy. 4 siècles et demi après le massacre de la Saint-Barthélemy, sur lequel des milliers de livres, voire peut-être des dizaines de milliers de livres, ont été publiés, Jérémy Foy décide de se plonger dans les archives notariales et de la prison parisienne de la Conciergerie pour écrire un énième livre sur cet événement. On se demande s'il y avait encore quelque chose de nouveau à dire. Le résultat, un livre académique, scientifique, original et passionnant, considéré parmi les plus importants sur la question. Jusque-là, l'histoire de la Saint-Barthélemy se résumait chez les historiens à une histoire aérienne vue d'en haut. L'histoire des rois, des décideurs, des institutions. Lorsque les victimes sont évoquées, c'était Coligny, La Rochefoucauld, et puis quand on parlait des autres victimes, on cite le chiffre de 3 000 à 10 000. 3 000 à Paris et 10 000 en France. Jérémy Foy adopte un point de vue inverse. Il choisit d'observer le massacre par le bas, à travers des vies minuscules, à travers ses protagonistes anonymes, victimes ou tueurs. Croisant les sources, interprétant les archives, il cherche à leur donner des visages, des noms et à reconstituer des biographies.
Néanmoins, la grande histoire, celle des grands, n'est pas absente, mais elle est ainsi complétée. De plus, il fait le choix de mener son travail scientifique à la manière d'une enquête policière, où il parle à la première personne, en se mettant en scène, en évoquant ses doutes, ses impasses, mais aussi ses motivations et ses hantises personnelles, dans les choix des personnages et événements à élucider. Ce sont des choix tout à fait inhabituels pour un historien, où la tradition veut que le scientifique s'efface et privilégie un récit austère affichant une objectivité de rigueur. Le résultat est un texte vivant, pourtant il n'arrête pas de parler de moi. On lit un livre d'histoire spécialisé comme un recueil de nouvelles policières, facile à lire avec un style unique. À travers ce livre, des questions interpellent le lecteur. Premièrement, question sur la violence. Comment les massacreurs ont-ils pu commettre une telle violence? Comment ce massacre non prémédité a-t-il été préparé pendant des années avant le massacre? Le thème de la violence est ainsi étudié sous les angles anthropologiques et sociologiques. Deuxièmement, question politique et éthique. Une minorité religieuse est accusée de séparatisme. Sa stigmatisation et son harcèlement pendant des années étaient une préparation au massacre. Dans le massacre de la Saint-Barthélemy, malgré la violence inouïe, ce n'est pas le protestantisme qu'on a saigné, ce sont des femmes et des hommes. Troisièmement, question sur la méthode de l'historien. Le contexte de l'historien, l'histoire personnelle et l'éthique du chercheur sont-elles absentes dans l'élaboration du travail historique? Qu'en est-il de l'objectivité de l'historien, du rôle du hasard, du statut de l'archive? Le choix de l'archiviste est-il neutre? L'historien a-t-il le droit de juger? Les ressorts du massacre de la Saint-Barthélemy hantent notre présent. Faire de l'histoire devient une urgence éthique et politique pour tous ceux qui sont aujourd'hui, comme jadis, victimes de massacres. Voilà, je passe la parole à Jérémy pour son exposé. Merci beaucoup Adela pour cette présentation. Merci aux amis du Temps des Cerises pour leur invitation. Je suis très heureux d'être là. Je vois beaucoup de visages familiers. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est peu drôle, du massacre de la Saint-Barthélemy, dont je pense que vous avez tous et toutes entendu parler, au moins dans vos études primaires et secondaires, parfois à l'université. C'est vraiment ce qu'on appelle un lieu de mémoire français, quelque chose qu'on a tous étudié et pourtant sur lequel en réalité on se rend compte quand on interroge les Français qu'ils n'en savent pas grand-chose ou rien de très précis. Ce que j'ai voulu faire, c'est m'attaquer à ce mythe pour essayer de comprendre comment ce massacre, très concrètement sur le terrain, avait pu être perpétré et par qui. Avant de plonger dans cette histoire, je vous donne quelques éléments de contexte pour que vous compreniez bien comment ce massacre surgit. Il arrive à Paris le 24 août 1572, et puis progressivement des villes comme Orléans le 31 août, Lyon à la même date, et puis Toulouse début octobre, Bordeaux à la même date, et puis enfin Rouen. Toutes ces villes sont gagnées par le massacre de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, disait Michelet, c'est pas une journée, c'est une saison. 10 000 morts. En réalité, on dit 10 000 morts, on n'en sait pas grand-chose. 3 000 morts à Paris. C'est des choses qu'on a souvent dites, qu'on a beaucoup écrites, mais très souvent, on dit que le massacre de la Saint-Barthélemy a une responsable, vous l'avez sous les yeux, c'est Catherine de Médicis, la femme en noir qui, à la sortie du Louvre, se penche sur un tas de cadavres. Donc, un être humain, une femme, une reine, en l'occurrence, responsable de milliers de morts. Quant aux morts, le seul qu'on mentionnait, c'est celui que vous voyez précipité par la fenêtre, l'amiral de Coligny, qui par la suite, c'est une sorte de bande dessinée, par la suite on le retrouve à terre, où il est décapité et émasculé. Ce qui m'a toujours posé problème avec l'étude du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est qu'elle avait toujours été vue du ciel. On disait Catherine de Médicis est responsable, on disait
Coligny est la victime, et puis il y a 10 000 morts. Mon questionnement, il est assez simple, hein, c'est est-il possible de faire une histoire par en bas du massacre de la Saint-Barthélemy, au niveau des victimes ordinaires, les petites gens qui sont morts, les menuisiers, les pharmaciens, les enfants, les femmes, est-ce qu'on peut trouver des noms? C'est pour ça que j'ai titré ce livre « Visage du massacre de la Saint-Barthélemy ». Bien sûr, je n'ai jamais retrouvé leur visage, mais au moins leur nom. Est-il possible de retrouver le nom des victimes ordinaires, des 3000 Parisiens, des 7000 provinciaux qui sont morts dans ces quelques mois? Et pareil pour les tueurs. Une fois qu'on a écarté l'hypothèse Catherine de Médicis, qui est complètement fausse, j'essaierai de vous le montrer, qui concrètement a du sang sur les mains? Qui est descendu dans la rue, à Paris, à Lyon, à Orléans, pour égorger des femmes et des enfants protestants? C'était ça ma question, mais vous savez que en histoire, on peut avoir des bonnes questions, il faut des sources pour y répondre. Et que si on n'a pas de sources qui nous permettent de retrouver ces petites victimes, ces petites vies minuscules de la Saint-Barthélemy, on reste avec nos questions. C'est de la philosophie, mais ce n'est pas de l'histoire. L'histoire a besoin de sources pour asseoir ces questions. Donc, ça reste des questions. Comment est-ce qu'on en arrive là? Premier élément, bien sûr, vous avez peut-être tous vu La Reine Margot de Chéreau, qui est sans doute ce qui a le plus nourri notre imaginaire. Ce qui arrive juste avant ce massacre, c'est l'opposé d'un massacre. Souvenez-vous, le 18 août 1572, 6 jours avant le massacre. Un mariage. Et pas n'importe quel mariage. Le mariage entre la sœur du roi, Marguerite de Valois, catholique, et Henri de Navarre, chef militaire des protestants. Un mariage, une ambiance de fête, dont toute l'ambition est de réconcilier les Français qui sont en guerre civile entre protestants et catholiques depuis 10 ans. Les guerres de religion, ça commence en gros en 1562. Donc, le 18 août 1572, on est exactement à point, à l'inverse d'un massacre. On est dans une fête. Paris est à la noce. Il y a des centaines de protestants qui sont montés à la capitale pour le mariage. On a enfin l'espoir que la paix soit durable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment entre le 18 août, période de paix, période d'espoir, et 24 août, qu'est-ce qui se passe? Comment, d'une fête et d'un espoir gigantesque de réconciliation, parce que ce qu'on espère, c'est que des enfants, on sait que finalement il n'y aura pas d'enfants, mais des enfants de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre naîtront des petits mi-catholiques, mi-protestants qui réconcilieront les Français. C'est ça l'espoir de Catherine de Médicis, le 18 août. C'est ça qu'on a. Comment est-ce que ça dégénère? Très rapidement, le 22 août, 4 jours après, l'amiral de Coligny, chef des protestants, est arquebusé. Il sort du Louvre, juste derrière, il rentre chez lui, et un tireur embusqué lui tire un coup d'arquebuse. Le tireur manque sa cible et arrache seulement à Coligny 3 doigts de la main. Aussi bien, Coligny peut désigner la fenêtre d'où le coup est parti. L'enquête est assez vite bouclée, on se rend compte que c'est une famille ultra-catholique, la famille des Guises, qui a monté le coup. À partir de ce moment-là, tous les aristocrates protestants qui sont montés à Paris pour le mariage commencent à considérer qu'on leur a tendu un piège. Menacent de se venger, de reprendre les armes, de quitter la capitale et de se lancer dans une nouvelle guerre. Donc vous voyez, l'attentat fait tout basculer. L'attentat perpétré, commandité par les Guises, le 22 août, fait qu'on arrive à une situation explosive où des aristocrates protestants, des chefs de guerre protestants, menacent de lancer une nouvelle guerre dans un pays qui a déjà trop souffert de la guerre. C'est probablement pour éviter cette nouvelle guerre que dans la nuit du 23 au 24 août 1572, Catherine de Médicis et son fils le roi Charles IX décident de faire exécuter préventivement les chefs de guerre protestants. Ce qu'on peut reprocher à Catherine de Médicis, c'est pas le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est pas les 3000 morts, c'est les 20 morts qu'elle a fait exécuter pour éviter une nouvelle guerre. Denis Crouzet, l'historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet, parle de crime d'amour. Catherine de Médicis a fait exécuter les chefs militaires protestants pour éviter à son pays, pour éviter au royaume de son fils de subir une nouvelle guerre. C'est pas glorieux,
mais si vous avez lu Shakespeare, vous avez compris que c'était une pratique politique commune à la Renaissance de se débarrasser par la violence de ses opposants politiques. Ici, c'est un coup de Catherine de Médicis, éviter une guerre qui fera des dizaines de milliers de morts en supprimant préventivement une vingtaine de chefs militaires protestants. Aussi bien, sur le coup de minuit, entre le 23 août et le 24 août, il y a des soldats qui sortent du Louvre et qui passent par les armes, Coligny, vous l'avez sous les yeux, et puis les chefs de guerre protestants. C'est tout ce que Catherine de Médicis a commandité. À partir de ce moment-là, des hommes, dont je vais vous parler plus tard, considèrent que le roi est d'accord pour que l'ensemble des protestants parisiens soient passés par les armes, ce qui est faux. Des Parisiens catholiques fanatiques vont se révolter contre le roi et passer leurs voisins par les armes, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en plongeant dans cette histoire. Pour faire cette histoire de la Saint-Barthélemy par le bas, il fallait des archives. J'insiste bien sur archives, pas des livres. Les livres, bien sûr, c'est très important, mais les livres parlent de cette fraction aisée de la population qui a accès à l'imprimerie, qui a accès à la lecture. Si on veut toucher le grain de l'histoire, les vies minuscules, il faut aller vers les manuscrits. Là où j'ai commencé à trouver des vies minuscules de la Saint-Barthélemy, c'est dans les archives des notaires. Au XVIe siècle, on va beaucoup plus chez le notaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va quand même rarement chez le notaire. On va chez le notaire quand on se marie parfois, quand on achète une maison, c'est tout. Au XVIe siècle, un notaire, c'est un officier qui authentifie un acte. Et donc on va chez le notaire quand on paye son loyer, tous les 3 mois. On va chez le notaire quand on met ses enfants en apprentissage. On va chez le notaire quand on achète un cheval. Et donc il y avait une masse de documents notariés à Paris, à Lyon, à Rouen, qui concernaient des Parisiens minuscules au cœur du massacre. Eh bien, ce que je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher tous les registres notariés entre le 24 août 1572 et le, disons, 1er novembre 1572. Alors ça a l'air de rien, mais vous voyez, l'écriture est un petit peu cruelle quand même. C'est des dizaines de milliers de pages de paléographie, à Paris, à Lyon, à Rouen. Et c'était une immense déception. Il y a une année de travail, parce que les notaires, il y a ces documents qui sont passionnants qu'on appelle les inventaires après décès. Vous savez, quand quelqu'un meurt au XVIe siècle, ses héritiers, pour hériter, ont besoin que quelqu'un soit passé, en l'occurrence un notaire, et pour dire, eh bien, dans la maison, il y a des lits, il y a des casseroles, il y a des livres, il y a des couettes. Et après, les héritiers se divisent. S'il n'y a pas un notaire qui passe, la personne n'est pas vraiment morte. Donc, on a, dans les archives des notaires, des milliers d'inventaires après décès qui concernent forcément les morts de la Saint-Barthélemy. Ici, j'avais ma chance de trouver des victimes ordinaires, des petites vies de la Saint-Barthélemy fauchées. Alors, la grande déception, elle est là, c'est que les notaires ne notent jamais la cause du décès. Donc, on a potentiellement sous les yeux, dans les mains, un trésor, mais qui est complètement inexploitable. Un notaire, ce qui intéresse le notaire, c'est le nombre de casseroles. C'est pas la cause du décès. Donc que la personne soit morte, déchiquetée par une foule en délire, ou tranquille dans son lit, pour un notaire, il y a marqué défunt. C'est tout. Donc pour un historien, vous comprenez la frustration. La solution, eh bien, c'est croiser les archives des notaires avec un autre type de source. Vous avez sous les yeux un livre, en l'occurrence, un pasteur qui s'appelle Simon Goulard, qui en 1577, 5 ans après le massacre, a écrit des lettres à tout son réseau de correspondants en France pour qu'il lui envoie des témoignages sur la Saint-Barthélemy. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant la Saint-Barthélemy? Et Goulard a publié ceci, vous voyez, c'est des paragraphes assez indigestes, c'est des listes et des listes et des listes de noms, parfois une petite anecdote. On n'a jamais pris Simon Goulard au sérieux parce que Simon Goulard, c'est un protestant. Donc ici, son but, c'est pas de faire œuvre d'historien, c'est de faire un acte de foi, créer des martyrs. C'est ça son projet. Moi, je me suis dit que si on croisait Simon Goulard, les morts de Simon Goulard, vous avez sous les yeux, vous voyez, c'est un peu austère, avec les inventaires après décès, je pourrais recouper et trouver des victimes de la Saint-Barthélemy. C'est ce que je vais faire devant vous. La première histoire, c'est celle qui ouvre le livre
C'est celle-ci, c'est une histoire que j'ai trouvée dans Simon Goulard, que je vous ai ici mise en extrait. Le commissaire Aubert, demeurant en la rue Simon-le-Franc, près la fontaine Maubu, remercia les meurtriers qui avaient massacré sa femme. C'est cette histoire que je lis et qui m'a donné envie de commencer mon enquête. Et quelque chose qui est assez traumatisant, pourtant je suis quand même habitué à lire des histoires épouvantables, mais dans le flot de bassesse de cette nuit-là, on a ici sous les yeux quelque chose qui est encore pire que d'habitude. On a un mari qui commandite, ou en tout cas remercie les meurtriers qui ont tué sa femme le soir du massacre de la Saint-Barthélemy. Et je me dis, je veux retrouver le nom de cette femme. Je veux faire l'histoire de cette femme. C'est ça mon désir. Vous voyez aussi comment, et je l'écris dans le livre, on fait de l'histoire avec ses émotions, avec ses désirs, pas que avec des projets scientifiques, pas que avec des méthodes scientifiques. Bien sûr, il y a des méthodes scientifiques, mais il y a aussi derrière des sentiments. Je pense que si j'avais pas écrit ce livre, il y a 10 ans, avant que la société s'intéresse au féminicide comme elle s'intéresse aujourd'hui, comme elle s'y intéresse aujourd'hui, j'aurais pas vu ça. Il y a des dizaines d'historiens qui ont vu ces cas et qui ne se sont pas arrêtés sur ces femmes assassinées par leur mari. Donc vous voyez comment aussi on fait toujours de l'histoire au présent. On fait de l'histoire avec l'influence des grandes questions du temps. Donc je me dis, je veux faire l'histoire de cette femme. A priori, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance parce que vous voyez, j'ai rien. Là, j'ai rien pour commencer l'enquête. J'ai rien. Et pour moi, c'est doublement frustrant parce que cette femme, elle est morte plusieurs fois. D'abord, bien sûr, elle est morte sous les coups de ses meurtriers, mais elle est morte aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas connue, on n'en a jamais parlé, elle est seulement arrivée jusqu'à nous sous le nom de son mari. C'est-à-dire sous le nom de son meurtrier, Aubert. Commissaire Aubert. Au XVIe siècle, les femmes ne portent pas le nom de leur mari. Au XVIe siècle, les femmes portent le nom de leur père. Donc j'ai zéro chance de la retrouver. Mais j'y crois. Et un jour, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé sur cet inventaire après décès, qui est très tardif. Normalement, je n'aurais pas dû le commander, vous voyez, c'est 1574, c'est bien après le massacre. Normalement, quand on commande un inventaire après décès, c'est dans les semaines qui suivent la mort, pas dans les années qui suivent la mort. Je le commande un peu par erreur d'ailleurs. Et je lis les premières lignes, et les premières lignes, faites-moi confiance, il y a marqué « À la requête du commissaire Nicolas Aubert, l'inventaire après décès d'une femme ». Et là, vous comprenez comment l'émotion que j'ai eue quand j'ai lu ça, le commissaire Aubert, ça a gravé dans ma mémoire cette histoire, commissaire Aubert, et quand je retombe sur cette archive, c'est là que je peux commencer mon enquête. On a ici quelqu'un qui est commissaire, qui s'appelle Aubert, vérification faite, il n'y a qu'un seul Aubert qui est commissaire, à Paris en 1572. Il habite précisément rue Fontaine, Maubu. Il commande en 1574 un inventaire, l'inventaire après décès de sa femme. Si vous lisez, ben là je vous ai même marqué son nom, si vous lisez un peu plus bas, vous trouvez le nom de cette femme, elle s'appelait Marie Robert. C'est ma première victime du massacre de la Saint-Barthélemy. C'est la première vie minuscule que j'ai réussi à reconstituer à partir de cet inventaire après décès. Donc vous voyez, si j'avais pas eu l'histoire de Simon Goulard avant, là il ne dit rien cet inventaire. C'est un mari qui commande l'inventaire après décès de sa femme, mais il ne dit pas qu'elle est morte à la Saint-Barthélemy. Il ne dit pas que Aubert a commandité le meurtre de sa femme. Mais là, je peux commencer à reconstituer l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il commande l'inventaire après décès de sa femme si tard, 1574 ? Bien parce qu'il veut se remarier. Or, s'il n'y a pas d'inventaire après décès, il n'y a pas de mort. Pendant 2 ans, il a vécu tranquillement dans la maison de sa femme. Au passage, c'est la maison du père de sa femme, il a vécu dedans. Et si vous voulez vous remarier, il faut un cadavre. S'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de remariage. Pour avoir un cadavre, il faut au moins un succédé de cadavre, c'est-à-dire un inventaire après décès. Il fait venir les notaires qui disent qu'elle est morte et il peut se remarier. C'est ce qui, moi, m'a permis de faire cette enquête, parce que là-dedans, on a tous les biens de Marie Robert. Ses robes, il se trouve qu'elle portait des robes noires, comme les protestantes, et puis surtout, dans sa bibliothèque, on trouve beaucoup de livres de Calvin. Donc c'est bien elle. Elle était protestante, lui est commissaire au Châtelet, il était catholique. Il se trouve qu'en 1570, il a été arrêté à cause de sa femme. 2 ans avant le massacre, il est arrêté à cause de sa femme. Il est arrêté parce qu'on a trouvé chez lui des œufs en période de carême. En période de carême, on va faire maigre, pas d'œufs, pas de viande.
Les voisins ont probablement dénoncé Marie-Robert. Il se trouve que ce jour-là, elle était absente. C'est le mari, bon catholique, qui est jeté en prison. Il croupit 3 mois en prison. Alors là, je n'ai pas la preuve, hein, vous voyez comment mon imagination fonctionne, mais il est probable que dans ces mois passés en prison, et dans les difficultés que sa femme lui faisait au quotidien, notamment dans sa carrière, il est nourri ici l'envie de se venger, qui explique l'histoire que vous connaissez tous, à savoir qu'il profite du massacre de la Saint-Barthélemy pour se débarrasser de sa femme. Qu'est-ce que veut dire cette histoire? Elle dit que la Saint-Barthélemy est un massacre de proximité. Un massacre de proches sur leurs proches. En quoi ça nous enseigne sur la mécanique du massacre? Eh bien, c'est un massacre horizontal et non pas vertical. Vous comprenez, pour moi, ça m'arrange aussi dans ma volonté de disculper Catherine de Médicis de ce massacre. Qui sait qui est protestant à Paris en 1572? On est dans une société qui n'est pas informatisée, il n'y a pas de liste de protestants. On n'a pas d'état civil de protestants. Tous ces gens sont nés catholiques en 1572. Ils sont convertis au protestantisme. Qui a l'information? Qui sait, c'est pas marqué sur leur visage qu'ils sont protestants? Bien les proches. Seuls les proches savent qui ne va pas à la messe. Seuls les voisins savent qui s'est absenté pour aller aux crèches tel ou tel jour. Catherine de Médicis, quand bien même elle aurait voulu exécuter les protestants, parce qu'elle ne voulait pas, quand bien même elle aurait voulu, mais elle ignore, Catherine de Médicis, qui est aux protestants, où habitent les protestants. Qui a cette information? Les voisins, les proches. C'est un massacre de proximité commis par des catholiques sur des protestants qu'ils connaissaient déjà. Et ceci va expliquer toute une série de phénomènes, notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que les protestants ne se défendent pas, ne se révoltent pas, ouvrent la porte même à leurs tueurs. Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent la porte à leurs tueurs? Parce qu'ils les connaissaient. Ils ont ouvert la porte à leurs tueurs comme on ouvre la porte à son voisin qui sonne à la porte. Je vous donne un deuxième exemple de ces massacres de proximité. Ici, c'est une femme qui se débarrasse de son mari. J'ai essayé d'être à égalité. Alors là, vous voyez, vous avez une archive qui est très différente. C'est une archive du 19e siècle. Il se trouve qu'il y avait un état civil à Paris, mais qu'il a brûlé pendant la Commune. Les 2 copies de l'état civil, malheureusement, enfin de l'état civil, des registres paroissiaux, ont brûlé. C'est tout à fait dommage, mais par miracle, le conservateur qui s'appelait Laborde à l'époque a demandé à son équipe de recopier une partie des registres paroissiaux de Paris. Et vous comprenez pourquoi moi ça m'intéresse énormément, parce que dans les registres paroissiaux, hein, vous savez que François Ier a demandé à tous les curés, hein, depuis l'édit de Villers-Cotterêts, de tenir des registres en français dans lesquels on note les naissances, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages et les sépultures. Imaginez pour moi, si ça avait existé, si ça n'avait pas brûlé, c'est une source incroyable. Ça a brûlé. On a une mauvaise copie ici, qui est une copie sélective. Vous l'avez sous les yeux, je vous lis, et vous allez essayer de trouver ce qui est intriguant dans cette archive. Le 1er septembre 1572, c'est ce qui est marqué là-haut, le 1er septembre 1572 fut baptisée Anne, fille de défunt Guillaume Gauthier, en son vivant menuisier, et de Jacqueline Dutertre, sa femme, demeurant rue des Prouvaires. 1er septembre 1572, vous comprenez pourquoi ça m'intéresse, on est en plein cœur du massacre de la Saint-Barthélemy. On est une semaine après, le massacre dure à Paris. On a ici une petite fille qui est amenée au baptême à Saint-Eustache par sa mère. Qu'est-ce qu'il y a d'intriguant dans cette archive que quelqu'un trouve? Le père est mort. Le père est mort. Regardez, fille de défunt Guillaume Gauthier. Alors, je ne vais pas vous donner des leçons de biologie, mais déjà au XVIe siècle, c'est 9 mois. C'est-à-dire que, au plus tôt, il est mort 9 mois avant cet acte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la biologie, c'était déjà comme ça au XVIe siècle. Vous comprenez mon espoir secret, mais vous comprenez aussi comment fonctionne l'imagination des historiens. J'espère de tout mon cœur qu'il a été massacré à la Saint-Barthélemy. J'espère avoir trouvé une nouvelle petite victime, un menuisier, Guillaume Gauthier, de la Saint-Barthélemy. Mon hypothèse dans ma tête, mon imagination commence à tourner. La femme en panique, le mari vient de se faire assassiner par les voisins, porte leur enfant nouveau-né au baptême pour le protéger, comme un viatique, comme un talisman. Un certificat de baptême, ça sauve un enfant.
en 1572. Donc c'est ça l'histoire que je me raconte dans ma tête. Mais bon, quand on fait l'histoire, les histoires dans la tête, ça ne suffit pas, il faut quand même des preuves. Et en tout cas, c'est comme ça que ça commence. Alors la preuve, je l'ai trouvée progressivement. D'abord en allant aux archives du Parlement de Paris, c'est la série X2B. Il se trouve que entre 1568 et 1570, entre 4 ans et 2 ans avant le massacre, on était en guerre, c'est la 3e guerre de religion, et le protestantisme était interdit à Paris. Pendant ces 2 années, 68-70, des centaines de protestants ont été arrêtés, persécutés par leurs voisins. Pour moi, c'est le laboratoire du massacre, ces années de persécution. Tandis qu'ils étaient arrêtés, ces protestants, s'ils voulaient sortir de la conciergerie, qui est la pire des prisons de Paris, des conditions épouvantables, s'ils voulaient sortir de cette prison, il fallait qu'ils écrivent au Parlement. Le Parlement, à l'époque, c'est la Cour de justice suprême. Il fallait qu'ils écrivent au Parlement pour dire « Bon, ok, j'étais protestant, mais maintenant je suis un bon catholique, laissez-moi sortir. » C'est ça, toutes ces histoires racontent la même chose. On ne saura jamais s'ils sont vraiment devenus des bons catholiques, c'est peu probable. En tout cas, c'est ce qu'ils doivent dire pour sortir. Et il se trouve que, parmi toutes les vies que je prends dans mon filet, celle-ci, que je vous lis, la requête de Guillaume Gauthier, en août 1569, vue par la Cour, les interrogations et confessions faites par devant l'un des conseillers, à ce commis par Guillaume Gauthier, maître menuisier à Paris, demeurant rue des Prouvelles, prisonnier dans la conciergerie du palais, comme prétendu être de la nouvelle religion. Donc là, vous voyez que j'ai avancé dans mon histoire, dans mon hypothèse. On a quelqu'un qui, en 1569, 3 ans avant le massacre, s'appelle Guillaume Gauthier, même nom, même prénom, vous me direz c'est un prénom banal, mais il est menuisier, comme le défunt ici, et surtout, même adresse, rue des Prouvelles. Selon toute probabilité, même nom, même adresse, même profession, c'est le même. Alors, je ne suis pas au bout de ma démonstration, c'est-à-dire qu'ici, je sais qu'en 1569, il est protestant. Il a été arrêté par les miliciens comme protestant. Probablement, il est sorti, mais est-ce que c'est la preuve qu'il a été massacré lors de la Saint-Barthélemy? Pas exactement, la preuve, elle arrive là. Simon Goulard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui raconte cette histoire. Et vous voyez que, soudain, la représentation qu'on se fait de la scène change complètement. Simon Goulard raconte cette histoire, il parle de la malice et de la cruauté de la femme d'un menuisier. Vous voyez, mon souffle s'arrête quand je dis ça. La malice et la cruauté de la femme d'un menuisier demeurant rue des Prouvelles. Même métier, même adresse. Homme déjà fort âgé. La malice de cette femme fut étrange et monstrueuse. Car étant la nuit jeté en la rivière, il se sauva à la nage jusqu'au bord. Et de là, ayant grimpé sur les grosses poutres du pont, il vint tout nu, près la couture Sainte-Catherine, où sa femme s'était retirée chez une sienne parente, pensant y avoir quelque sûreté. Mais, au lieu de le recueillir, sa femme le fit renvoyer et chasser nu, comme il était. De façon que le pauvre homme, ne sachant où aller, se trouvant le matin sur le carreau en tel équipage, fut bientôt repris et noyé. Oui, ici, tout soudain, l'histoire change de sens. La veuve éplorée qu'on imaginait emmener leur enfant au baptême, en réalité, probablement, on n'est pas obligé de croire Simon Goulard sur parole, probablement, était bien soulagée de la mort de son mari et a amené, très fière et très heureuse, leur bébé se faire baptiser chez le curé, alors qu'il est probable que son mari l'en aurait empêché. Dernière histoire, et puis je vais vous parler un peu des tueurs. Un homme qui s'appelle Loïs Chénaud, qui était prof d'université, prof d'hébreu. On savait qu'il était mort à la Saint-Barthélemy, on savait qu'il était protestant. Enfin, on ne savait pas qu'il était mort à la Saint-Barthélemy, mais on savait qu'il n'avait plus rien écrit après la Saint-Barthélemy. Donc, on se doutait qu'il était mort à la Saint-Barthélemy. Et bien ici, voilà, j'ai trouvé la preuve chez les notaires. Ici, ce sont des hommes qui vont devant notaire pour dire qu'ils ont vu le corps de Louis Chénaud étendu le matin du 24 août 1572, mort au pied de son collège. 3 hommes qui vont devant notaire dans les jours qui suivent le massacre pour dire qu'ils ont vu le corps mort. Ici, on a une preuve, mais pourquoi est-ce que ces témoins se déplacent devant notaire? Vous savez que les témoins, ils ne se déplacent pas devant notaire pour aider le futur historien de la Saint-Barthélemy. Ils ont des intérêts qui sont autres. Si ces hommes se déplacent devant notaire pour dire qu'ils ont vu le corps de Louis Chénaud, c'est qu'ils sont mandatés par le successeur au collège, à l'université, de Louis Chénaud. Le successeur à l'université, s'il veut succéder à son concurrent, il faut un cadavre.
Or, le problème fondamental du massacre et des massacreurs de la Saint-Barthélemy, qu'est-ce que c'est? La Seine. On a balancé les cadavres à la Seine. Si on balance les cadavres à la Seine, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Juridiquement, il n'y a pas de mort là. Ils sont soulagés religieusement, mais juridiquement, ils sont dans une impasse. La seule façon de contourner cette impasse, c'est d'envoyer les témoins devant notaire, et les yeux des témoins vont remplacer le corps absent du défunt. Cet acte-là va permettre au commanditaire de l'acte, il est tout en bas, c'est le successeur de Louis Chéneau, au collège de Presles. Ici encore, un massacre de proximité, alors pas femme-mari, pas mari-femme, mais concurrent professionnel, peut-on dire. La Saint-Barthélemy se joue dans un mouchoir de poche entre des proches qui ont des informations et des intérêts à se massacrer les uns les autres. Alors, qui sont les tueurs? C'était l'autre volet de mon enquête, je vous l'ai dit, sur plusieurs dimensions. Premier élément, cette évidence, Catherine de Médicis toute seule, avec ses petites mains, n'a pas pu, quand bien même elle l'aurait voulu, tuer 3000 personnes à Paris. On imagine très mal une reine de France descendre dans les rues pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Si vous avez des images de Chéreau, on voit Isabelle Adjani dans la rue, en plein massacre de la Saint-Barthélemy, c'est peu probable. La couronne est restée terrée au Louvre, terrifiée. Mais alors qui est descendu dans la rue? Qui a égorgé 3000 protestants à Paris? C'était ça mon enquête. Est-ce qu'on peut donner des noms, donner des motivations? Même si les motivations, ce n'était pas le cœur de mon enquête, parce que les motivations, on les connaît, ce sont des fous de Dieu, ce sont des fanatiques qui détestent les protestants, qui veulent s'en débarrasser pour des raisons d'angoisse religieuse. Ce n'était pas le cœur de mon enquête. Le cœur de mon enquête, c'est qui? Alors j'ai avancé dans cette enquête en cherchant l'inventaire après décès de Nicolas Aubert. Vous vous souvenez peut-être, Nicolas Aubert, le commissaire? Je savais qu'il était mort en 1583, pardon, et donc je cherchais son inventaire après décès pour avoir des informations sur lui. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais en revanche, en cherchant cet inventaire après décès, je suis tombé sur celui-ci qui est extraordinaire. C'est l'inventaire après décès de Gabriel Doulier, qui est commandé par son mari, qui lui est vivant en 1583, et son mari, c'est Thomas Croisier. Et Thomas Croisier, c'est l'un des pires tueurs du massacre de la Saint-Barthélemy. Avec cet inventaire, j'ai été sur la piste de mon premier tueur. Pourquoi est-ce que ça m'a mis sur la piste? Eh bien parce que cet inventaire après décès, il est fait dans un hôtel particulier tout à fait spécifique, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au couronnement Notre-Dame. Un hôtel magnifique. Mais il se trouve que je savais que c'était le lieu où vivait un célèbre orfèvre protestant victime du massacre de la Saint-Barthélemy. Ici, je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui, 10 ans après, habite dans l'hôtel particulier d'un protestant. Est-ce que ça serait l'un des tueurs qui non seulement aurait tué ses victimes, mais se serait tout simplement installé dans son hôtel particulier? Eh bien, c'est le cas. Alors, comment est-ce que j'ai vraiment réussi à faire mon enquête sur les tueurs à partir de cette archive-là? Magnifique archive. Ce sont les registres d'écrou de la conciergerie. Conciergerie principale, prison de Paris. Ils sont conservés depuis 1565. Chaque fois qu'un prisonnier est apporté à la conciergerie, son nom est noté, la cause de son incarcération est notée, la date, et plus intéressant, le nom de, enfin plus intéressant pour mon enquête, le nom de la personne qui l'a arrêté. Dans ces milliers d'actes, il y a peu de protestants. Et moi, je traquais les protestants. Dans ces gens qui sont arrêtés, il y a des prostituées, il y a des voleurs, il y a tout un petit monde de criminels parisiens. Mais il y en a aussi les protestants. Je me suis dit qu'ici, dans ces archives d'avant le massacre, j'avais la préparation du massacre. J'avais les gens qui avaient été arrêtés pour protestantisme, avec leur adresse, mais j'avais aussi le nom des gens qui les avaient arrêtés. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, vous voyez, en haut à gauche, il y a le motif d'incarcération, hérésie. C'est donc un protestant. En bas, il y a la date de son incarcération, c'est à peu près 1568, et ça dure 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit « Maître Jehan mort, naguère avocat en cours de parlement, à présent domestique de monsieur de Birac, gouverneur général pour le roi à Lyon, natif de cette ville de Paris, et y demeurant, on a rue des prêcheurs. » Donc on a le nom de la personne arrêtée,
son métier, son adresse, et puis, ligne d'en dessous, je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici, ah, ici, amené prisonnier par Thomas Croisier et Claude Chenet. Et en compilant ces données, je me suis rendu compte que sur les 500 protestants arrêtés à la conciergerie entre 1568 et 1570, soit 2 ans avant le massacre, 500 arrestations, plus de la moitié de ces 500 arrestations ont été faites par 3 hommes. Les futurs tueurs de la Saint-Barthélemy. Ici, on a les tueurs de la Saint-Barthélemy qui s'entraînent à commettre un massacre dont ils ignorent tout. Bien sûr, le massacre n'a pas été prémédité, mais il a été préparé, et il est préparé sous vos yeux. Qu'est-ce qu'on prépare ici? Eh bien, on apprend des visages, on apprend à reconnaître les protestants, on apprend leur adresse, on apprend à saisir quelqu'un, c'est pas évident de saisir quelqu'un, de le jeter en prison. Tous ces gestes-là, ils sont répétés plusieurs fois, car ces hommes qui sont arrêtés ici, ils ont été arrêtés plusieurs fois. Les tueurs, les futurs tueurs de la Saint-Barthélemy se préparent ici, emmagasinent un savoir-faire, un savoir qui sera décisif le soir du massacre. Pourquoi est-ce que le massacre est si efficace, si rapide? Pourquoi est-ce qu'on réussit à tuer 3000 personnes à Paris en quelques jours? Bien parce qu'on sait tout déjà, on a les informations, on a les adresses, on a les visages, on a le savoir-faire, on connaît les prisons, on connaît les guichetiers des prisons. Les hommes qui ici arrêtent les protestants s'entraînent à commettre un massacre dont ils ignoraient qu'il aurait lieu. Bien sûr, ils souhaitaient qu'il aurait lieu. Ce sont des catholiques fanatiques. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a sous les yeux leur frustration. Ils arrêtent les protestants pour une raison lambda, en général vraiment minime, comme avoir mangé des œufs en carême. 3 mois de prison. Au bout d'un moment, on est dans un état de droit au XVIe siècle en France. Au bout d'un moment, même pour avoir mangé des œufs en carême, on sort. Et les protestants sont relâchés par le Parlement, après avoir écrit des requêtes. Et ces fanatiques considèrent que le Parlement est laxiste, que le droit est laxiste, qu'on a des hérétiques qui se baladent dans Paris. Vous comprenez que ces hommes-là, quand, le soir du massacre de la Saint-Barthélemy, ils voient les soldats du roi sortir du Louvre pour aller tuer Coligny, mais pour eux, c'est une divine surprise. Ils considèrent qu'enfin le roi est arrivé à la raison et que le roi veut qu'ils fassent exactement avec leurs voisins ce que le monarque a fait avec Coligny. C'est donc un massacre d'imitation par des gens qui savaient qui frapper, où frapper. 3 hommes, donc ces futurs tueurs, c'est Thomas Croisier, dont je vous ai déjà parlé, son meilleur ami Nicolas Pezou, et puis Claude Chenet. Thomas Croisier, il est orfèvre. Claude Chenet, il est brodeur royal, bientôt. Et Nicolas Pezou, c'est un petit financier. Je précise cette sociologie pour vous rappeler que, contrairement au mépris de classe qui, en général, s'exprime dans les histoires de la Saint-Barthélemy, c'est pas du tout le peuple qui tue. Ici, vous avez des bons bourgeois, bien intégrés, économiquement dans la norme. Le peuple parisien est, à mes yeux, comme le peuple lyonnais ou le peuple rouennais, très largement étranger à ces tueries. Ce sont des catholiques fanatiques qui appartiennent à la très bonne bourgeoisie parisienne. Alors, la plupart de ces tueurs, une fois que j'ai leur nom, c'est assez facile de faire leur sociologie. La plupart de ces tueurs ont une caractéristique religieuse commune, ils sont porteurs de la chasse Sainte-Geneviève. Vous savez, Sainte-Geneviève, c'est la patronne de Paris, aujourd'hui c'est le Panthéon. Lorsqu'il y a des crises en France, manque de pluie ou guerre, on descend les reliques de Sainte-Geneviève, la chasse de Sainte-Geneviève. Vous voyez ici une cérémonie de descente de la chasse, on descend les reliques, et on la porte en procession par les rues de Paris. Tous les futurs tueurs sont membres de cette confrérie. Ce sont des gens qui, en plus de leur charisme policier, leur charisme de milicien, dont je viens de vous parler, ont un charisme religieux. Ils sont respectés, ils ont une robe de porteur, ils sont enterrés dans leur robe de porteur. On les voit, les jours de procession, porter la chasse. Donc ils ont une double légitimité. Le soir du massacre, ça leur sera très facile de s'appuyer sur cette légitimité policière et religieuse pour mobiliser des gros bras, des copains, qui vont les aider à tuer. Donc ici, vous avez la motivation des tueurs. La motivation des tueurs, bien sûr, elle est religieuse. Ce sont des fanatiques qui considèrent que les protestants sont une pollution.
que vivre avec des protestants, coexister avec des protestants, les empêchera d'entrer au paradis. On a des guerriers de Dieu. Alors on a des guerriers de Dieu, mais ce que montrent les archives, c'est qu'au passage, ils s'en mettent plein les poches. Donc on a deux motivations. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que les motivations économiques de la Saint-Barthélemy sont premières. Pas du tout. Les motivations sont religieuses. Ce sont des fanatiques religieux. Ce sont des guerriers de Dieu, minés par l'angoisse apocalyptique. Ça ne les empêche pas, par ailleurs, de s'en mettre par les poches. Ce que je vais essayer de vous montrer. On a des centaines d'archives de protestants qui se plaignent des trois mêmes hommes. Des miliciens, à Paris, il y en a des centaines. Des centaines. Hein. Des miliciens qui pillent les protestants, il y en a trois. Ce sont les futurs tueurs du massacre de la Saint-Barthélemy. Ici, on a par exemple la supplique d'un détenu à la conciergerie. Qui est-ce qu'il accuse? On est en 1569, 3 ans avant le massacre. Qui est-ce qu'il accuse? Il accuse nommément Thomas Croisier de lui avoir confisqué une petite fortune que vous avez sous les yeux. Il n'hésite pas quand il confisque parce qu'il se pense de leur bon droit. Ici, vous avez un reçu de la part d'un futur tueur qui s'appelle Claude Chenet, qui non seulement confisque l'armoire d'une victime protestante, qu'il va tuer le soir du massacre, mais lui remet en toute légalité un reçu. Et donc voilà pour le buffet. Donc ces hommes, non seulement sont mus par l'angoisse religieuse, mais vous comprenez que ça les arrange que ces protestants disparaissent. Car ils ont des caves et des greniers qui sont pleines d'armoires et de trésors protestants. Une fois morts, les protestants ne viendront plus réclamer ces objets qui, en théorie, sont confisqués de manière temporaire, c'est-à-dire qu'on les confisque en attendant jugement. Alors, vous imaginez bien que les héritiers des protestants massacrés à Saint-Barthélemy ne sont pas venus réclamer ces biens. Donc on a bien sûr ici un deuxième faisceau, secondaire, mais important de motivation. Voilà. Ici on a encore les frères Desrolles qui se sont fait dépouiller. Mais pour moi le plus important, c'est de rappeler ceci, que ce qu'ils gagnent, c'est pas de l'argent dans toutes ces arrestations. Ce qu'ils gagnent, c'est des informations. Ils acquièrent des informations cruciales qu'ils mettront en œuvre le soir du massacre. Le visage des protestants, l'adresse des protestants, la famille des protestants. Et donc on a une correspondance à peu près exacte entre les personnes arrêtées par ces miliciens en 1569, les lieux où ils sont arrêtés en 1569 et les lieux où ils sont massacrés en 1572. On a donc là, ici, entre 1569 et 1570, la préparation du massacre. Un seul exemple, mars 1569, Thomas Croisier conduit une femme qui s'appelle Marie, la femme de Pierre Ferré, à la corne de cerf. Il la jette en prison le 24 août 1572. Parmi les victimes du massacre, on compte Pierre Ferré à la corne de cerf avec ses femmes et ses 3 enfants. Avec sa femme et ses 3 enfants. Donc on a ici une correspondance très nette entre les années de persécution, les petites humiliations, les petites arrestations et le grand massacre. On a une continuité entre les humiliations, les emprisonnements des années 1568-1570 et le grand massacre. Le grand massacre, finalement, c'est l'actualisation de savoir-faire qu'on avait en soi. Je vous donne juste un dernier exemple, c'est l'histoire de Marie Passard. Comprendre comment tout ceci se joue dans un mouchoir de poche. Marie Passard, elle est arrêtée, bien sûr, comme d'habitude, par Thomas Croisier. Marie Passard, c'est une protestante, elle habite rue Saint-Denis, elle a été arrêtée par Thomas Croisier et son copain Claude Chenet en mars 1569. En juillet 1569, elle vient quand même de passer plus de 3 mois en prison, elle est enceinte, elle a 9 enfants à la maison. Elle demande au Parlement de sortir. Elle dit, je suis enceinte, j'ai 9 enfants, la conciergerie c'est pas super quand on est enceinte, et puis quand on a 9 enfants. Vous avez ici, sous les yeux, sa requête. Le Parlement refuse de la relâcher, de la renvoyer chez elle, parce que son mari est protestant. Mais, parce qu'elle est enceinte, le Parlement accepte de la libérer
à condition qu'elle tienne domicile chez un de ses parents catholiques. Donc elle est relâchée au domicile d'un de ses parents catholiques. Il se trouve qu'elle va chez le mari de sa sœur. Sa sœur s'appelle Robine Passard, le mari de sa sœur s'appelle Jacques Le Peultre, et elle va passer tout l'été 1569 dans sa belle famille, enfin en tout cas dans la famille de sa sœur, de très bons catholiques. Elle va finir par rentrer chez elle, mais elle passe donc, tout l'été 1569 chez les Le Peultre. Donc Jacques Le Peultre, le mari de sa femme, Robine Passard, et puis ses propres neveux, hein, donc les enfants du couple Le Peultre. Je vous donne tous ces détails parce que c'est important pour la suite. Qu'est-ce qui se passe le soir du massacre? Eh bien, le soir du massacre, les neveux Le Peultre, les neveux de Marie Passard, qui habitent la même rue, qui ont hébergé leur tante pendant l'été 1569, se rendent quelques maisons plus haut, rue Saint-Denis, et passent l'oncle et la tante par les armes. Alors, le dialogue que vous avez sous les yeux, bien sûr, il est reconstitué. C'est une création littéraire par Simon Goulard. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais je vous le lis car des détails ici se livrent qui sont importants. Mon oncle, donc c'est les neveux qui parlent, mon oncle, c'est aujourd'hui qu'il faut que vous et ma tante, qui avez été tante opiniâtre, allez alliés à tous les diables. Et sans respect de parentage, ni d'excuses quelconques, ils les firent promptement habiller, puis les menèrent à l'abreuvoir Poupin. La femme, Marie Passard, fort résolue, et d'un visage constant en sortant de sa maison, donna son demi-sain d'argent à une buandière qu'elle connaissait, puis encouragea son mari par les chemins. Étant au lieu de leur supplice, ils furent assommés, et leurs propres neveux y mirent la main, puis on jeta les corps en l'eau. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous montrer cette histoire? Parce qu'elle me semble très révélatrice de ce qui se joue le soir du massacre de la Saint-Barthélemy et ce qui se joue dans une guerre civile. On a ici, bien sûr c'est une création littéraire, une cohabitation de douceur et de cruauté, qui pour moi est au cœur de ce qui se joue dans une guerre civile et dans un massacre de proximité. Ici, on n'a pas des mercenaires qui débarquent, qui défoncent les portes en sortant les gens de leur lit. On a des gens qui se connaissent les uns les autres, qui se parlent les uns les autres. Ici, dans le vocabulaire employé, mon oncle, on a des formes de douceur. Dans ce petit détail, qui paraît rien, mais c'est très important, ils les firent s'habiller. C'est très important. Des mercenaires, ils ne s'embêtent pas à faire habiller. Ils massacrent les gens de leur lit. Des gens qui n'ont aucun rapport avec leurs futures victimes n'ont pas ce genre d'égard. Ici, on a, pour moi, le cœur d'un massacre de proximité. Le deuxième détail qui me paraît révélateur dans tous les récits de Simon Goulard, c'est ce petit point, qui est bien sûr une reconstitution littéraire, mais qui, pour moi, est le symbole du massacre. La sonnette. Peut-être vous avez entendu que le symbole du massacre de la Saint-Barthélemy, normalement, c'est le tocsin. C'est les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois qui sonnent pour inviter les catholiques au massacre. Pour moi, le symbole, c'est pas le tocsin, c'est la sonnette. C'est ces petits détails qu'on trouve ici chez Simon Goulard qui reviennent et qui pour moi sont des symptômes. Il nous dit quelque chose ici, même si c'est des recréations littéraires. Mathurin Lusso, c'est l'orfèvre chez qui Thomas Croisier habitera. Mathurin Lusso est chez lui, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, quand il entend tirer la sonnette de sa fenêtre. Il descend, c'est Croisier qui le tue. Chez Pierre Baillet, qui est un turier rue Saint-Denis, on vient aussi sonner la clochette de sa maison. Pour moi, c'est extrêmement révélateur. On a ici un massacre commis par des gens bien élevés. Ce n'est pas des gens qui défoncent des portes à coups de botte. C'est des gens qui sonnent à la porte. Pourquoi est-ce que les protestants leur ouvrent? Parce que ce sont les voisins. Donc je vous ai beaucoup parlé de l'habitus des tueurs. Je vous ai montré comment les tueurs avaient un savoir-faire qu'ils avaient accumulé au fur et à mesure des années, 68-70. Mais il y a aussi un habitus de victimes. Les victimes protestantes ont l'habitude d'être harcelées par leurs voisins. C'est pour ça qu'ils se laissent cueillir, sans se révolter. Qu'est-ce qu'imaginent ces gens qui ouvrent la porte à leurs voisins? Bien, ils imaginent ce qu'ils ont déjà vécu 10 fois, à savoir, Croisier débarque. Il va nous faire croupir en prison pendant 3 mois. Ça va être long, on va avoir froid, on va avoir faim, ça va nous coûter de l'argent, mais on va s'en sortir. C'est ça l'expérience de la persécution, l'expérience paradoxale de la persécution.
c'est qu'on s'en sort. Vous avez ici pour moi l'explication du fait que les protestants se laissent cueillir sans broncher. Il n'y a aucun mouvement de révolte protestant. Alors que les protestants ont quand même un groupe de gens, d'hommes et de femmes qui se connaissent, d'adultes, certains armés, certains compétents militairement. Ici, l'expérience de la persécution les conduit à mal anticiper ce qui les attend. Les années 68-70, où ils ont été arrêtés 10 fois, ont non seulement permis aux tueurs de se faire la main, mais elles ont aussi, ces années, permis aux victimes de devenir des victimes. De ne pas se révolter parce qu'elles considéraient qu'on allait simplement les emprisonner. Je finis sur un point qui est important à mes yeux, c'est l'adresse des tueurs. Je voulais faire une cartographie des tueurs, et un point de départ, c'est ceci, c'est une citation d'Agrippa d'Aubigné. Vous savez, Agrippa d'Aubigné, c'est un poète protestant qui n'a pas vécu le massacre, qui travaille sur des sources secondaires, mais qui était bien renseigné. Il écrit ceci: en la vallée de Misère, il y a une porte que nous avons vue peinte en rouge, à laquelle les principaux massacreurs comme Tanchou, Pezou, Croisier et Perrier étaient durant les 3 jours où tout ou partie d'eux. Là, on a mené à l'entrée de la porte les misérables que ceux-ci recevaient et menaient sur des planches, par où on va au moulin pour les précipiter entre 2 piliers du pont. Qu'est-ce que nous décrit ici Agrippa d'Aubigné? Une scène, une maison dans laquelle on amène des prisonniers, où ils sont assommés puis jetés à l'eau. Avec ce toponyme qui avait été interprété de manière un peu poétique, la vallée de misère, c'est la Seine, cette longue vallée où les protestants ont souffert tant de misère. Donc on n'avait pas pris ce toponyme au sérieux. Et cette porte rouge, on ne l'avait pas prise au sérieux non plus. C'est l'image d'un poète. Il faut prendre un peu plus les poètes au sérieux, car en réalité, la vallée de misère, c'est la façon dont Agrippa d'Aubigné désigne l'adresse du tueur. En réalité, quand on a les informations, on se rend compte que les contemporains nous ont laissé un certain nombre d'informations qui nous permettaient de reconstituer cette enquête. Le problème, c'est que les tueurs étaient encore des caïds dans les rues de Paris pendant 30 ans après le massacre. Donc on n'osait pas les confronter frontalement, les nommer frontalement, mais on les nommait de manière indirecte. Ici, Agrippa d'Aubigné nous laisse un indice. Vallée de Misère, c'est pas un nom poétique pour parler de la Seine. Vallée de Misère, c'est un toponyme très précis, à Paris. Vallée de Misère, c'est aujourd'hui le quai de la Mégisserie. C'est un endroit très spécifique à Paris, le lieu où vivent les rôtisseurs, les poulaillers, un endroit où on est habitué aux violences, à tuer des animaux, un endroit où les activités salissantes sont, et aussi un endroit où les orfèvres résident. Il se trouve qu'on a un document magnifique, c'est l'imposition de Paris en 1571. C'est quelque chose de gigantesque, il y a des dizaines de milliers de noms. Je les ai épluchés en me cassant un peu les yeux, mais au bout d'un moment, j'étais payé de mes heures de futur presbytie avec ça, vous avez sous les yeux, vallée de misère. Donc ici, on a tous les contribuables de la vallée de misère en bord de Seine, quai de la Mégisserie. Et si vous descendez tout en bas, est-ce que vous arrivez à lire le nom? Le dernier contribuable de la vallée de misère, c'est Thomas Croisier. Thomas Croisier, le tueur qu'on a vu à l'œuvre à la conciergerie, qui a arrêté des centaines de protestants, Thomas Croisier habite en bord de Seine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, il a une localisation en or pour se débarrasser de ses futures victimes, en toute discrétion, avec une grande efficacité. On a un témoignage de Pierre de l'Étoile, qui est un chroniqueur de Paris, qui dit que Croisier avait chez lui une trappe par laquelle il pouvait se débarrasser des cadavres en toute discrétion. Donc comment ça se passe? Les voisins, les miliciens amènent chez Croisier des victimes protestantes, puis s'en lavent les mains. Croisier ferme la porte, assassine les protestants chez lui avec ses copains. On peut facilement monter à plusieurs milliers de victimes comme ça, puis les balance à la Seine. À quoi ça ressemble le quai de la Mégisserie au XVIe siècle? Ça ressemble à ça. On peut imaginer, alors j'ai pas la maison précise de Croisier, je suis déjà content d'avoir ce niveau de détail, que la maison de Croisier, c'est une de celles-ci. Vous voyez que ces maisons ont toutes des grilles qui donnent sur la Seine. Donc on peut imaginer, voilà, c'est vraiment l'imagination, la trappe qui permet à Croisier de descendre au niveau de cette grille et de balancer en toute discrétion les cadavres à la Seine. Donc la Saint-Barthélemy n'a pas été commise par une foule en délire, en plein jour, par le peuple parisien, mais par des bons bourgeois, à l'abri des regards, soit dans les prisons, la nuit, face à des victimes désarmées, affaiblies par plusieurs jours
d'enfermement, soit tout simplement chez eux, là où leurs voisins, leurs amis, avaient conduit les futures victimes protestantes. Alors je conclus. Quand on travaille, comme je l'ai fait, à partir des archives des notaires, on est un peu... c'est très décevant. Car en fait, moi j'ai dépouillé des dizaines de milliers d'actes de notaires entre le 24 août 1572 et novembre 1572. Vraiment beaucoup de paléographie. Vous voyez, c'est quand même... ça fait un peu mal aux yeux. Et dans tous ces actes qui sont vraiment écrits le 24 août, le 25 août, le 26 août, le 27 août, au cœur du massacre, la plupart de ces actes notariés ne parlent absolument pas du massacre. Et mon premier réflexe, dans un premier temps, c'était de ne même pas les prendre en note. Me dire, c'est vraiment... c'est désespérant. Moi, je suis à la recherche du sang quand je travaille sur le massacre. Je cherche des morts. Je ne suis pas là pour trouver ce genre d'actes. Massivement, qu'est-ce qui se passe le 25 août, le 26 août, le 27 août dans les archives? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a des Parisiens qui achètent des chevaux, le jour du massacre de la Saint-Barthélemy, qui achètent des chevaux massivement, qui mettent leurs enfants en apprentissage, qui se marient, qui meurent de leur belle mort. Et tout ça, je l'avais évacué. Je n'avais même pas pris de notes. Il me semble en réalité, en y repensant, que c'est une erreur. Si l'immense masse documentaire produite pendant un massacre n'a rien à voir avec le massacre, ça veut dire que l'immense majorité des Parisiens, des Lyonnais, des Rouennais, pendant le massacre, faisaient toute autre chose que massacrer. Vous comprenez comment ça va dans le sens de ma thèse. On a une poignée d'hommes qui massacrent et qui ne vont certainement pas acheter des chevaux le 25 août. Mais l'immense masse documentaire témoigne pour le peuple parisien, l'exonérant en grande partie de la participation aux violences. Alors vous me direz, on peut tout à fait, parce que là on n'a pas l'heure de ces documents, on peut tout à fait acheter un cheval à 13h et tuer son voisin à 17h, c'est possible, bien sûr. Il me semble, et c'est la conclusion de ma conclusion, que ce qui est important de faire, c'est de restituer l'infinie gamme des attitudes possibles face au massacre. Face à un massacre, on peut faire plein de choses. Et il ne faut pas imaginer que tous les Français se sont mis à massacrer leurs voisins. On a d'un côté un pôle qui est le pôle des tueurs. Ils ne sont pas 50, pour moi ils sont 20 maximum. Le pôle des tueurs d'un côté. De l'autre, on a un autre pôle ici, le pôle des justes. Rarissime, mais particulièrement émouvante. On a ici des gens qui sont allés devant le notaire pour faire des fausses attestations de catholicité. Ici, ça se passe à Lyon, début septembre 1572. On a des voisins qui prennent le risque de sortir en plein massacre pour aller mentir devant un notaire. Pour dire, nous connaissons bien Augustin Cerise, l'orfèvre, et les catholiques, nous l'avons vu tous les jours à la messe. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge qui va permettre à Augustin Cerise d'avoir un papier qui lui sauve la vie. Donc, d'un côté, le pôle des tueurs, 20. De l'autre, le pôle des justes, juste entre guillemets. Très peu nombreux, malheureusement. Mais entre ces deux pôles, on a une infinité d'actions possibles. On a bien sûr les profiteurs de guerre, très nombreux, qui ne tuent pas, mais qui vont piller les cadavres. Mais c'est pas la même chose de piller un cadavre et de le tuer. Moralement, c'est pas la même chose. On a ceux qui sont dégoûtés intérieurement, révoltés intérieurement, qui trouvent que c'est épouvantable de tuer des protestants, mais qui ne disent rien, qui n'empêchent rien, qui ne se révoltent pas. C'est pas glorieux moralement, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Toutes ces attitudes doivent nous inciter, nous historiens, et je pense nous, lecteurs d'histoire, à avoir cette idée en tête, c'est que même dans un moment aussi dramatique que le massacre de la Saint-Barthélemy, même au moment d'une crise paroxystique, comme un massacre, un élément de liberté fondamentale demeure aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire que demeure de la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait plusieurs actions possibles? Eh bien, ça veut dire que les hommes et les femmes sont responsables de leurs actes. On n'a pas quelque chose qui leur est tombé dessus et qui les obligeait à tuer. Ceux qui ont tué en 1572 ont choisi de tuer, avaient la liberté de ne pas tuer. Tuer en 1572, c'est déjà immoral. Tuer des enfants protestants en 1572, c'est déjà dénoncé
par la morale. Qu'est-ce que ça veut dire que les tueurs étaient libres de tuer, que les sauveteurs étaient libres de sauver? Ça veut dire qu'ici, pour nous lecteurs, pour nous historiens, pour nous citoyens, il y a un élément qui nous permet de juger le passé. Si les hommes et les femmes avaient le choix, si certains ont fait le choix de tuer ou de ne pas tuer, on peut tout à fait considérer que la liberté qui a été laissée aux tueurs de tuer leur incombe et que c'était leur responsabilité et que nous avons à ce titre la possibilité d'émettre un jugement moral sur leur action. Alors qu'est-ce qui leur arrive finalement? Et c'est vraiment la fin de la fin. Eh bien l'histoire n'a aucune morale, vous vous en doutiez. Qu'est-ce qui arrive aux tueurs? C'est la fin de mon enquête. Rien. Rien, ou même mieux que ça, tous meurent dans leur lit. Mais ils meurent dans leur lit gavés d'honneur, bons bourgeois. 40 ans après les faits, ils ont été gratifiés par la monarchie. Donc non seulement ils n'ont jamais été poursuivis pour leurs crimes, pour leurs méfaits, jamais inquiétés, jamais il y a eu d'action en justice, ils ont été amnistiés, mais mieux que ça, ils ont été récompensés par la couronne. Un seul exemple. Ici, vous avez une lettre de recommandation qui est signée en janvier 1573. Oui, on est 6 mois après le massacre. Elle est signée par Henri d'Anjou, c'est le futur Henri III, c'est le frère du roi. Et c'est une lettre de recommandation en faveur de Nicolas Pezou, un des pires tueurs de la Saint-Barthélemy, pour qu'il devienne prévôt général de Languedoc. Donc voilà, j'arrête sur cette touche un peu pessimiste. Tous les tueurs sont morts dans leur lit de leur belle mort. Je vous remercie de votre attention.